Aujourd'hui, on se rend compte qu'au lieu de mettre en place un modèle très très poussé, il suffit juste de calculer les moyennes, les quartiers, médianes et c'est suffisant. Ouais. Et ça rapporte plus que mettre en place un modèle que le client ne comprend pas. C'est toujours ça en fait, il y a toujours ce compromis entre la C'est pour- compréhension. Exactement, c'est pour ça que j'ai parlé au début le profil du data scientist. C'est quelqu'un qui a d'abord cette compréhension métier. Elle est très très importante. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne où on parle de statistiques et où on vulgarise au maximum le métier de statisticien. Aujourd'hui sur la chaîne, nous accueillons un invité spécial, Emmanuel Abac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Natacha. Bienvenue sur le Coin Stat et je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de partager avec vous et avec ta communauté toute mon expérience dans le domaine de la data science. Ah super. Comme le constatait, Emmanuel, c'est un data scientist, il est manager. Donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'il partage avec nous son quotidien, qui donne comment est-ce qu'il a fait passer manager, qui nous donne en fait sa vision du monde de la data science, c'est quoi être data scientist, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer dans ce métier. Bref, il va parler sans tabou. Je ne vais pas trop parler dans cette vidéo, je vais laisser Emmanuel s'exprimer. Vous allez voir son parcours, il est assez atypique. Donc sans plus tarder, Emma, je vais te laisser te présenter rapidement ton parcours et ce que tu fais au quotidien. D'accord. Alors, moi, je suis Emmanuel Abac. Aujourd'hui, je suis lead data scientist dans ma boîte, dans mon cabinet de conseil. Moi, je suis alumni ICA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, donc promotion 2015. D'accord. Ensuite, alumni NSAI, École nationale de statistique et d'analyse d'information, promotion 2017. Donc, après ma formation dans ces différentes écoles, moi, j'ai intégré un cabinet de conseil en Île-de-France, donc à Paris, je dis ça comme ça, où j'ai gravi pas mal d'échelons de consultant junior, confirmé, senior, ensuite aujourd'hui manager. Donc je pilote ou bien je manage une vingtaine de personnes, de consultants, de data scientists, de data analystes à travers le monde. Wow. Ouais. Ça fait déjà pas mal d'expérience en si peu de temps. Ça fait moins de 5 ans que vous êtes sorti des Effectivement, je suis rapidement monté. Moi, j'ai eu, je peux dire, la chance de gravir chaque année voilà, de grade, d'échelon et très, très rapidement. Ok, super. En tout cas, on aura l'occasion de parler de tout ça durant cette vidéo. Il y a un élément qui m'a interpellé. Lorsque tu t'es présenté, tu as parlé de lead data scientist. Oui. Aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui mettent lead data scientist. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, lead data scientist, en gros, c'est un manager technique. Donc, quelqu'un qui a déjà eu la maturité dans le domaine de la data science, qui a déjà touché à pas mal d'algorithmes, de programmes, etc. Et qui est capable d'amener les plus jeunes à monter en compétence dans ces sujets de la data science en général. Ah d'accord. Bon, donc lead, manager, c'est la même chose en gros. Plus on utilise plutôt manager dans le consulting, comme un peu quelqu'un qui manage toute une équipe. Maintenant, technique, voilà, on parle de lead data scientist. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant à savoir ça. Ok, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être data scientist? Tu vois, tu as fait plusieurs écoles de statistique, l'ICA, une grande école au Cameroun, tu as fait une grande école en France. Est-ce que c'était ta passion pour devenir data scientist? Voilà, c'est pour ça que moi j'ai parlé un peu de parcours atypique parce que en vrai, je n'ai jamais rêvé d'être data scientist. Ouais. Moi, dès mon jeune âge, j'ai toujours rêvé d'être pilote d'avion. Aujourd'hui, je fais pas mal de simulations, donc c'est une passion qui est restée ancrée en moi. Donc, moi, j'ai d'abord fait un peu de physique. Ouais. J'ai fait la physique à l'université. Et après, j'ai découvert le monde de la data qui m'a énormément intéressé. Je me suis plongé aujourd'hui. Je suis très, très heureux. Ah, de pilote à data scientist, c'est... Ouais, c'est particulier. C'est très, très particulier, mais l'avantage, c'est que la data science, on peut l'appliquer dans tous les domaines. C'est vrai qu'on ne peut pas l'appliquer pour piloter un avion, mais au moins, avec l'intelligence artificielle, on peut toucher pas mal de choses. Surtout tout ce qui a trait à l'analyse de données, à la modélisation, à l'intelligence artificielle en général. D'accord. Ok, super.
Il y a un thème, dans ta présentation, tu as dit que tu étais manager d'une équipe de 20 data analyst, data engineer, data scientist. Bon, tu sais, dans le monde de la data aujourd'hui, c'est un mot qui est souvent très, comment dire, beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Oui. Il y a tellement de dénominations. Pour toi, c'est quoi un data scientist, concrètement? Alors, pour moi, un data scientist, la définition, pour moi, elle est très, très simple. Okay? C'est un profil, déjà, qui a des compétences en programmation, c'est-à-dire qui fait tout ce qui est l'algorithmique, c'est la base. Donc, qui code en Python, en R et bien d'autres. C'est d'abord la première compétence. La deuxième compétence, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir d'abord un esprit analytique, et qui met en place toutes les modélisations en machine learning et en deep learning. D'accord. La troisième compétence qui est très, très importante pour moi, c'est la compréhension métier. Parce que, en gros, pour mettre en place un modèle, pour modéliser un phénomène, il faut connaître l'environnement, il faut connaître le métier dans lequel tu appliques ce modèle. La modélisation dans la médecine, c'est pas pareil dans l'automobile ou dans un autre secteur d'activité. Donc, ces trois compétences font partie intégrante de ce que moi j'appelle data scientist. Ce que tu appelles data scientist. Exactement. Okay. Et je pense que oui, c'est ça le data scientist. Okay. C'est vraiment bien dans ta présentation. En fait, tu as mis en avant les compétences de programmation. Oui. Pour toi, c'est vraiment la base, en fait. Bah oui, c'est la base parce que en fait, tu peux pas mettre en place un algorithme si tu ne sais pas programmer, si tu n'as pas de compétences en algorithmique. Et le machine learning, ce sont des modèles assez poussés, surtout dans le domaine, je peux dire, de la data science. C'est pour ça que on pourra en parler avec la data analyse en parallèle, ou du deep learning, qui font appel à des compétences aussi en programmation un peu plus poussées. Sinon, si le profil n'a pas cette compétence-là, ça ne sera pas évident. Ok. En tout cas, c'est intéressant à savoir. Et tu as parlé beaucoup de programmation. Ça veut dire que tu as parlé de programmation, deep learning, machine learning et compétences métiers. Oui. Donc, on remarque en fait de nos jours, justement, parce qu'on met beaucoup en avant cette compétence en programmation. Et il y a beaucoup de sociétés qui développent des outils qui automatisent au quotidien les travaux de data scientist, entre guillemets. Avec cette automatisation, tu ne penses pas ce travail ne sera plus forcément nécessaire dans l'avenir? Pas vraiment. En fait, moi, je pense que la mise en place des modèles en fait automatisés et tout ce qui peut, en fait, des plateformes aussi, si j'utilise le mot, des plateformes. Ces plateformes peuvent aider, ou bien ces modèles peuvent aider le data scientist à aller plus vite. Mais ça ne pourra pas remplacer le data scientist parce qu'en gros, déjà, il y a ce côté métier que le robot, si on passe toujours dans le robot, il n'aura pas. Il y a cette compréhension théorique de l'algorithme derrière qu'il faut avoir parce qu'aujourd'hui, on met en place, en fait, il y a des algorithmes comme des packages aussi qu'on peut utiliser qui ont des points, je peux dire, spécifiques derrière qu'il faut adapter par rapport au contexte sur lequel on travaille, sur lequel on voudrait, par exemple, modéliser un phénomène. Mais si quelqu'un, en gros, il n'a pas déjà cette compréhension en programmation, ou bien cette compréhension algorithmique, cette compréhension de modèles, que ce soit machine learning ou deep learning, il va juste appliquer et il va avoir un résultat, mais est-ce que ce résultat est bon? Voilà, c'est la question. Ok. Je peux donner un exemple très très simple. Moi, j'ai connu des gens qui ont appliqué, qui ont pris des algorithmes, ils ont appliqué tout simplement. Par exemple, si je dis n'importe quoi, le sexe, il a codé en 1, 2 et il a appliqué le modèle. Du coup, le modèle a dit, OK, moi je vois, en fait, l'algorithme a vu que moi je vois 1, 2, donc c'est quantitatif, alors que c'est qualitatif. Si tu n'as pas déjà cette compréhension derrière sur c'est quoi la variable, c'est quoi le type que j'ai en face, c'est quel algorithme que je dois appliquer, tu ne pourras rien faire. Ah, d'accord. Ok, super. C'est vrai que même s'il y a des robots, il faut toujours que, en gros, la personne qui analyse les données comprenne
ce qui est derrière, en fait. Il ne Exactement. suffit pas juste de cliquer des boutons. Il ne suffit pas juste de cliquer. Et même s'il faut cliquer les boutons, il faut avoir ces connaissances-là. Elle est très, très importante. Et moi, je mets toujours l'accent sur la compréhension théorique aussi. C'est très, très important. D'accord. Parce qu'un modèle, en gros, ne peut pas s'appliquer dans tous les endroits. Il y a des modèles spécifiques, modèles de régression, des modèles de classification, des modèles je peux dire, de text mining ou de deep learning appliqués aux séries temporelles. Si tu n'as pas déjà cette compréhension, cette connaissance-là, tu ne peux pas. Il ne suffit pas juste de faire un petit bouton. Sinon, même le PO pour faire l'adaptation. Ça, c'est très clair. Parce que tu vas prendre un modèle de série temporelle, c'est une donnée qui n'est même pas temporelle. Exactement. Ça ne fait pas sens. OK. Bon, là, on a beaucoup parlé du métier data science de façon générale. Donc, maintenant, on va essayer de parler maintenant de ton parcours à toi. Comment est-ce que tu as... On va parler de toi. Qu'est-ce que tu fais au quotidien en conseil? Alors, moi, en conseil, aujourd'hui, c'est un peu différent par rapport aux années précédentes. D'accord. Dans les années précédentes, j'étais plus un peu en mode programmation, code et tout, que ce soit de toute la partie analytique jusqu'à la mise en production des modèles. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la partie supervision, management, mise en production des modèles, mise en place par les juniors. D'accord. Okay, parce que comme moi j'ai déjà touché à tout ça, je préfère laisser aux plus jeunes et moi je m'occupe plutôt de la partie encadrement, supervision et tout. Ok. Voilà. Donc, lorsqu'on encadre, on n'est pas forcément, on ne met pas forcément la main à la pâte. Si, mais pas comme quand tu es senior ou quand tu es confirmé ou junior. C'est plus pareil. Okay. Donc on s'occupe maintenant plus dans la partie plutôt échange avec le client, partie un peu commerciale, plutôt la partie évangélisation de la data science et tout ça. Voilà. Okay. J'ai souvent beaucoup de questions de la part des personnes qui me suivent. Ils me demandent souvent des exemples concrets de projets qu'on peut être amené à faire lorsqu'on travaille dans le monde professionnel. Toi, je vois que tu es dans le monde du conseil. J'imagine que vous êtes amené à travailler sur plusieurs sujets. Oui. Est-ce que tu peux par exemple présenter un exemple concret de projet que tu as eu, sur lequel tu as travaillé, où tu as mis en place les compétences de data scientist? Alors, moi, j'ai eu la chance, pendant tout mon parcours, de travailler sur des projets de data science. Okay? Je vais donner un exemple très simple. Moi, j'ai travaillé sur un projet je peux dire, de pricing dynamique. En fait, on est des concessions ou en fait des entreprises qui vendent un peu des véhicules d'occasion. On les accompagne dans la mise en place ou bien la proposition de prix par rapport au marché. Okay? Donc, par exemple, de façon concrète, si un véhicule aujourd'hui est placé sur le marché et qu'il coûte, je dis n'importe quoi, 2 000 €, nous, par rapport aux caractéristiques du véhicule, par rapport, quand je parle de caractéristiques du véhicule, c'est la marque, le modèle, la vitesse, les options, les versions et l'engine, etc. Et aussi par rapport à la popularité du véhicule sur le site. Parce que quand on publie un véhicule, en gros, il y a des clics, des visites de ce véhicule. Par rapport aussi à ses concurrents sur le marché, notamment pour les véhicules d'occasion, ici on utilise plutôt un peu la centrale. Nous, on arrive du coup à proposer à la concession le prix, je peux dire entre guillemets, idéal, qui va faire en sorte que le véhicule soit le plus rapidement vendu et qui va permettre aussi à cette entreprise d'avoir un gain important dans la vente. Wow. En fait, là, c'est un projet qui touche directement le business de l'entreprise. Exactement. C'est pour ça que je dis, il faut, pour mettre en place, en fait, nous sommes des consultants, donc on aide à la prise de décision et on apporte un peu de la valeur. Sinon, l'entreprise ne va pas payer. Et ce qui est bien dans ça, c'est que, en gros, c'est pas juste des moyennes ou bien des agrégations qu'on fait, mais on met en place vraiment un modèle de machine learning derrière qui tourne et qui propose des prix de façon automatique.
Peut-être pour la curiosité, et c'était quoi comme type de modèle spécifique pour le cas du pricing des prix Alors, des véhicules? moi, j'ai mis en place un modèle, je vais citer, du XG Boost. C'est l'extreme gradient boosting. Ouais. Et ensuite, on a fait un peu une simulation Monte Carlo pour déterminer le prix optimal. Ah, d'accord. C'est vraiment, tu as vraiment touché du doigt les concepts techniques. J'insiste dessus parce qu'il y a cette vision aussi, lorsqu'on est consultant, de ne pas forcément être amené à travailler sur des projets concrets. Oui. Et je vois que toi, ce n'est pas forcément. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai eu la chance un peu. C'est vrai que dans le monde, dans les cabinets de conseil, je peux dire 80% des projets de data scientist, ce ne sont pas vraiment des projets de data scientist. La plupart, aujourd'hui, les entreprises ne sont pas trop matures un peu dans ce domaine de la data science. Et du coup, nous sommes amenés à faire juste de l'analytique, qui pour moi est suffisant pour répondre aux besoins du client. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au lieu de mettre en place un modèle très très poussé, il suffit juste de calculer les moyennes, les quartiers, médianes, et c'est suffisant. Ouais. Et ça rapporte plus que mettre en place un modèle que le client ne comprend pas. C'est toujours ça, en fait. Il y a toujours ce compromis entre la compréhension. Exactement, c'est pour ça que j'ai parlé au début. Le profil du data scientist, c'est quelqu'un qui a d'abord cette compréhension métier. Elle est très très importante. Ouais. Et il faut être à l'écoute du client pour pouvoir apporter une réponse concrète aux besoins du client. Ouais. Donc ça, c'est super important. Peut-être pour faire un peu un parallèle avec le métier que j'ai fait dans le monde des risques. Enfin, on peut toujours faire des modèles sophistiqués pour pouvoir prédire les probabilités de défaut des clients. Or, l'analyse de crédit, parfois, juste avec son expérience, est capable de répondre rapidement à la question. Exactement. Mais il y a des moments où le modèle n'est pas forcément ce qui est utilisé. Même si ça aide à prendre la décision. Parfois, tu peux mettre en place un modèle très, très poussé. Oui. Le client, il te dit, en gros, moi, je ne comprends pas. Et quelqu'un qui est juste à côté, il fait des moyennes et tout, ouais. Il achète. Ouais. Et ça produit des résultats assez intéressants. Quoi. Ouais. Ok. Et en termes de... Lorsque vous faites souvent des missions, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des durées, en moyenne, des missions? En fait, dans les cabinets de conseil, ce n'est pas un peu comme des SS2I ou bien les ESN. C'est plus, en gros, des durées, c'est 6 semaines, 3 mois, maximum 6 mois. Ah, ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en 5 ans, tu as eu à faire pas mal de missions. Pas mal de missions, ouais. Ah, super. Et l'avantage, là où je suis, c'est que la plupart des missions sont faites directement au cabinet. En fait, on n'est pas en régie, donc du coup, on a la possibilité de faire 2-3 missions en parallèle. D'accord. Ok, intéressant. Et est-ce que les missions sont chez le client ou bien c'est dans le cabinet? Est-ce que vous allez directement, par exemple, sur le projet de pricing des prix des véhicules d'occasion, oui. Est-ce que tu avais... Non, moi, je ne suis pas chez le client, mais je parle directement avec le client via des vidéoconférences, mais je ne suis pas chez le client. Ah, en fait, on ne nous envoie pas en régie. Si on envoie en régie, c'est uniquement quand le client insiste, ou bien c'est plutôt plus en banque. On va toujours en régie, mais moi je ne suis jamais allé en régie parce que vite fait je suis monté rapidement et aujourd'hui en tant que manager je ne peux pas forcément aller à 100% en régie chez un client. J'aimerais bien qu'on parle davantage de ton expérience en tant que manager, parce que j'ai vu en 5 ans, tu es passé. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait? Alors, comment ça se passe d'abord les évolutions en conseil de façon naturelle? Quels sont les différents... Alors, en conseil, normalement, l'évolution, c'est, je peux dire, tous les 2 ans. C'est-à-dire 0-2 ans, normalement, junior, 2-4 ans, confirmé, 4-6 ans, senior, et ainsi de suite. Et maintenant, pour monter manager, il faudrait vraiment qu'il y ait ce poste qui soit ouvert pour que tu montes manager, ou bien il faudrait vraiment que tu fasses des ventes, je peux dire folles, pour qu'on te place manager. Alors moi, mon parcours, il est un peu, comme j'ai toujours dit, atypique et particulier.
Moi, je suis entré dans un cabinet de conseil où il n'y avait pas de data scientist. Donc, pour moi, c'était un gros challenge. Wow. J'étais le premier data scientist. Ensuite, il y a un deuxième qui est arrivé, et ainsi de suite. Et j'ai eu à réaliser des projets qui ont apporté pas mal de valeur et qui ont fait un peu la promotion de la data science dans ce cabinet-là. Ce qui fait en sorte qu'en moins d'un an, je suis passé confirmé, Ouais. et ensuite senior et manager. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'était plus un concours de circonstances, en fait. Exactement, je peux dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup qui sont passés, mais qui sont pas forcément restés ou bien qui sont pas forcément montés comme moi. Oui. Mais je peux dire, oui, c'est un concours de circonstances ou bien c'est peut-être une chance pour moi, mais aussi c'est de montrer un peu ta valeur et de mettre en place des projets qui fonctionnent et qui apportent de la valeur aux clients. Ouais. Et aussi, maintenant, le côté management, en fait, il faut avoir un peu l'esprit d'équipe, comment on dit ça? D'apporter les plus jeunes, d'échanger avec les plus jeunes, des juniors, d'aider à monter en compétences. Mais le plus important aussi, c'est de connaître le cabinet dans lequel tu es et de connaître comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis monté, par exemple, manager, de senior à manager parce que déjà, dans mon cabinet, j'ai commencé déjà à faire des formations en data science. J'ai commencé à évangéliser les communautés parce qu'au sein de mon cabinet, en fait, il y a des communautés. Quand on parle de communauté, c'est plus que communauté banque, communauté assurance, communauté finance, et ainsi de suite. Communauté industrie et services. Donc, moi, j'ai commencé à faire l'évangélisation de la data science, faire des formations en interne et en externe. J'ai commencé à faire la promotion de mon entreprise dans des universités à Centrale Supélec, à l'ICA, à l'ENSAI. Ah, ok. J'ai fait des présentations des projets que je mettais en place et j'ai amené un peu les juniors aussi à monter en compétences. Donc, du coup, on m'a fait confiance et on m'a permis d'être manager aujourd'hui. Wow. En fait, tel que je vois, tu étais non seulement très impliqué dans la vie de ton cabinet en formant les autres équipes, en plus, tu avais la mission chez les clients, tu formais les juniors. Exactement. En termes de temps, en fait, tu vas y venir à 24 heures. Est-ce que tu arrivais à travailler pendant 20... En fait, tu travailles toute la journée. Est-ce que ça te prenait des temps fous? Peut-être que je vois, c'est un travail quand même énorme en si peu de temps. Moi, dans ma conception des choses, le temps, il n'y a pas toujours le temps, mais on crée le temps. Ah ouais? Oui, on crée le temps. Et si tu te mets un programme et tu te donnes des objectifs, bah, forcément, tu vas les atteindre. Wow. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça m'amène aussi à une autre question que j'avais pour toi. Toi, en tant que consultant, on a souvent cette vision des consultants qui n'ont pas de vie, entre guillemets. Ils passent leur temps à bosser 24 sur 24. Oui. Est-ce que c'est ton cas? Alors, oui, ça a été mon cas au début. Pour dire vrai, ça a été mon cas. Parce que pour répondre à un problème d'un client, bah, lui, il s'en fout carrément de savoir si tu n'as pas dormi. Lui, il a payé pour ça, il veut un résultat. Donc, s'il faut passer des nuits blanches, bah oui, c'est ça le boulot d'un consultant. Voilà. Mais, comme on dit toujours, tout c'est le programme. Donc, si tu arrives à planifier, à bien programmer les choses, ça peut arriver que tu ne fasses pas des nuits blanches. Ah, d'accord. Avec une bonne organisation. Avec une bonne organisation, on peut bien ça se peut sortir. Mais par contre, ça c'est dans le cabinet de conseil, mais il y a, par exemple, comme on appelait des SS2I qui ont eu une très, très, très mauvaise image dans ça, où on t'envoie chez le client, on te laisse avec le stress, tu passes des nuits blanches sans suivi et tout ça là, mais oui, ça arrive aussi. Pendant l'émission, est-ce que le junior, il est tout seul?
Alors, Comment ça se passe? moi, je vais parler de mon cabinet. Non, le junior, il n'est pas tout seul. Il est toujours accompagné soit d'un senior, plus un chef de projet. Et en haut, il y a un manager ou un directeur qui accompagne. Ok. Mais chez nous, oui, comme nous on travaille en équipe, bah, il est toujours amené à poser des questions aux seniors dont leur mission est d'accompagner les plus jeunes. D'accord. Voilà. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients de ton poste actuel de manager. Quels sont selon toi, pourquoi est-ce que quelqu'un doit devenir manager? Quels sont les avantages Bah, l'avantage déjà, c'est que bah, là, voilà, tu manages toute une équipe, bah, tu as plus de responsabilités, voilà, et c'est toi qui es un peu, je peux dire, le chef de ton équipe. Il y a aussi, par exemple, peut-être l'aspect salarial. Il y a... voilà, tu touches plutôt maintenant des missions qui te plaisent. Voilà, ce sont des... Et peut-être, tu peux, si ça t'intéresse aussi, faire un peu du commercial. Parler plus aux clients, échanger plus, convaincre un peu le client, voir un peu ce qu'il veut, transformer son problème à une problématique data science pour faire en sorte que ton équipe puisse résoudre cela facilement. Faire comprendre aussi aux clients que, par exemple, les résultats des différents modèles, en fait, expliquer aux clients pour qu'ils puissent comprendre un peu les résultats des différents modèles ou bien des différentes solutions apportées par ton équipe. Voilà. En fait, je vois qu'il y a un gros aspect en fait de communication en fait dans de le communication, truc. Et si quelqu'un est timide, est-ce qu'il peut être manager? C'est quelque chose aussi. Si quelqu'un est timide, en fait, ça sera plus compliqué. Mais il faut savoir que quelqu'un peut être timide, par exemple, avec, je sais pas, dans la vie de tous les jours, mais il n'est pas forcément timide quand il faut parler avec un client. Ah, d'accord. Voilà, c'est deux aspects un peu différents. Ok, super. Je pense que là, on arrive déjà presque à mais je n'ai pas parlé des inconvénients. Ah, les inconvénients. Vous voyez, tellement il a fallu que je veux. Ok, on a parlé des inconvénients du coup. Bah, en fait, les inconvénients pour moi, c'est en gros, voilà, il faut répondre à chaque fois au mail. Bah, tu passes, je peux dire, toute ta journée, entre guillemets, à répondre aux mails et à faire des réunions. Réunions, pilotage, les comm-up, etc. Donc, parfois, il y a toute une journée, tu peux passer ton temps uniquement à faire ça sans pour autant travailler. Bon, c'est le travail, mais en tant que, je peux dire, techos ou data scientist à la base, c'est pas idéalement quelque chose qu'on aimerait bien faire. Donc, tu veux rester dans tes petits programmes? Non, pas forcément rester, mais comme j'ai parlé, en fait, oui, rester toujours dans la technique, échange avec le client, management d'équipe, mais pas forcément passer toute la journée à faire des réunions ou à répondre aux mails. Ouais. J'imagine que ça doit être un peu compliqué. J'avoue. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents aspects qu'on devait évoquer ensemble. Donc, avant de se quitter, je veux savoir, est-ce que tu as des conseils spécifiques que tu peux donner? Qu'est-ce que tu as observé qui manque souvent à la plupart des jeunes qui commencent à travailler? Qu'est-ce qui leur manque? Alors, moi, ce que j'ai observé, c'est que les jeunes, ils sont, pour la plupart, hein, c'est pas très mauvais, mais ils sont énormément ancrés au code. En fait, ils sont toujours derrière leur ordinateur, toujours en train de faire des codes sans pour autant aller dialoguer avec les autres, sans pour autant faire, je peux dire, des activités internes. Peut-être, je dis, des événements, faire des présentations. Voilà. Donc, moi, je conseillerais aux jeunes, surtout les data scientists, en fait, pour moi, ce ne sont pas des geeks. Des geeks, ce sont des devs, etc., qui sont, voilà, mais les data scientists, en fait, ce sont des personnes qui sont aussi des consultants,
qui doivent échanger avec, je peux dire, le client pour comprendre un peu son problème, pour analyser, en fait, c'est d'abord en fait, ce qui doit répondre en premier, c'est l'aspect analytique, donner, aider à la prise de décision. Donc, s'il est juste derrière son clavier, bah, en fait, il ne va pas travailler cette compétence-là et ça sera problématique par la suite. Malgré que, oui, ça vient avec l'expérience, mais il faut déjà commencer dès la base. Ah, c'est super qu'il y a des personnes comme toi qui encouragent les jeunes à se Parce que c'est une lancer. compétence importante. La connaissance métier, pour moi, elle est très, très importante. Ouais. En tout cas, je partage à peu près le même avis que toi sur ce sujet parce que pour moi, par exemple, je travaille en gestion des risques. C'est vrai que j'ai un background de statisticienne, mais quand tu vas en banque, il faut que tu comprennes c'est quoi un bilan financier. Il faut que tu comprennes les termes techniques liés au monde financier. Et tant que tu n'as pas ça, je ne pense pas que tu puisses grandir dans l'environnement dans lequel tu évolues. Tu ne vas pas épouser le vocabulaire. Tu ne connaîtras pas le vocabulaire parce que, voilà, la signification en banque, ce n'est pas la même signification dans l'automobile. Ouais, c'est ça. Or, si tu arrives, tu modélises comme si c'était l'automobile, bah, du coup, tu auras tout raté, quoi. Ouais. Tout sera faux. Et il y a aussi un aspect, quand tu parles, il y a aussi un aspect qui me revient, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui embrassent notre secteur sans forcément savoir vers quel type de métier ils vont évoluer. Donc, ils ne s'intéressent pas du tout à ça, ils vont juste... Bah, c'est dommage, mais aujourd'hui, on en trouve de plus en plus. Hein. Ah oui? Surtout des personnes qui sont formées qui font genre 6 mois de formation et ils disent que bon, je suis data scientist. Voilà, ça dévalorise un peu le métier, mais bon, c'est la réalité actuelle. Ouais. Et voilà, et est-ce que tu as des conseils pour la fin, comme ça? Des conseils, bah, c'est tout ce qu'on vient de dire. Pour être data scientist, il faut avoir des connaissances en programmation, avoir des connaissances analytiques, en modélisation, machine learning, deep learning, compréhension métier, voilà. Maintenant, la mise en production, c'est un plus. C'est un plus. Tout l'environnement cloud, etc., c'est un plus. Et qui, aujourd'hui, est fortement recherché et fortement encouragé. D'accord, super. Voilà. OK. Bon, vous l'avez compris, il faut connaître coder, il faut connaître le machine learning, il faut connaître le deep learning. Il faut s'intéresser au métier, c'est l'aspect super important pour pouvoir progresser et ne pas rester là à coder devant son PC. Donc voilà ce que moi je retiens personnellement de cet échange avec Emmanuel. Je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie et voilà. j'espère qu'on pourra échanger sur d'autres sujets. Voilà. Avec plaisir. Et pour information, je ne vous l'ai pas dit, Emmanuel Abak, il a une chaîne YouTube également. H2ES Institute qui forme dans le domaine de la data science et la data analyse. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vais mettre des liens en commentaire. Vous allez voir les vidéos qu'il a l'habitude de réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de notre échange. Qu'est-ce que vous avez appris? Surtout, qu'est-ce qu'on a oublié de mentionner. Donc mettez en commentaire, on se fera un plaisir de répondre. Et n'oubliez pas, mettez-moi de gros pouces bleus synonymes que vous appréciez mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.